Axel Toupane, bienvenue dans Bounce Back. Merci mon gars. Ça fait plaisir de t'avoir vraiment. Je t'avais dit, ça fait longtemps que je te cours après, mine de Mmh. rien. J'en ai parlé à Arson Mendy. Si tu vois ça, Arson, je te fais un coucou. Et ça va, comment tu vas? Très bien, très bien, très bien. Je soigne une petite, pubalgie là, mais ça va mieux là. Ok. Comment tu te sens là dans nos locaux à Sciences Po? Magnifique. Franchement, vous avez vraiment, bête de campus, je connaissais pas du tout. J'habitais pas loin à un moment donné et je savais que Sciences Po était là, mais j'avais jamais visité le campus et vraiment magnifique. C'est quoi tes ressentis? Parce que je sais que bah, beaucoup de monde te connaissent comme un athlète, le basketteur, Mmh. mais je sais que tu as une grosse fibre académique en toi. Grosse fille, je sais pas, moi, toute ma jeunesse, c'est mes parents, ils étaient vachement derrière moi, pour tout ce qui concernait, l'école. Hem Quand j'étais jeune, j'aimais pas forcément ça. J'étais un bon élève, mais milieu de tableau, typiquement. Et avec le temps, en fait, j'ai vraiment appris à aimer ça et à apprécier ça. Et c'est vrai que maintenant, souvent, même quand je vais des villes, j'essaie de passer, tu sais, aux États-Unis, dans les collèges, dans un truc comme ça. Et c'est des environnements que j'aime bien maintenant, que j'aime beaucoup. Et ouais, le vôtre est magnifique, quoi, clairement. Et, dans un de tes interviews, tu disais que un de tes plus grands regrets, même si tu n'aimes pas appeler ça un Mmh. regret, c'était de ne pas être allé au À la fac, collège ouais. aux US Ouais. alors que tu en avais l'opportunité. Ouais, ce que je dis souvent, c'est dans une autre vie, je pense, clairement, je prendrais cette voie de, tu sais, la voie un peu plus académique, scolaire. Parce que, encore une fois, ouais, je trouve que c'est un univers qui est cool. Tu as plein de gens super smart réunis sur un campus. T'es jeune, t'amuses. Enfin, il y a plein de trucs cool, quoi. Et Mm. c'est aussi le fait, tu disais que tu as appris à kiffer ça, c'est à cause du basket un peu, qui t'a un peu détaché tôt, juste après le bac, du monde scolaire, qui te l'a fait manquer un peu? Je dirais que c'est plus, non, quand tu vois, quand je me suis lancé dans le basket et que j'avais plus rien à faire avec le coach, j'étais content. Mais je dirais que c'est plus après, en fait, quand tu rencontres des gens et tu rencontres des groupes de gens qui viennent du même collège, qui te racontent leurs expériences, qui te racontent leurs années. Moi, tous mes coéquipiers basket, ils m'ont tous dit que leurs meilleures années, c'était enfin, celles à la fac, pardon. Et ouais, en gros, avec le temps, avec ouais, des histoires que tu entends, des expériences que les gens te partagent, bah, c'est ça qui m'a fait un peu euh, apprécier encore plus l'école et potentiellement la fac ou une école de commerce ou un truc comme ça, tu vois. Si tu reprenais à zéro et que là, à sortie du bac, tu n'as pas le basket. On va Ok. dire, tu fais 1,70 m, Mhm. t'es pas bon. Ouais. Quelle voie, et par contre, tu as l'opportunité de faire n'importe quelle étude que tu veux, c'est-à-dire aux Ouais. US, en France, peu importe où. Ouais. Quelle voie tu choisirais? Je dirais ou une école de commerce ou une école dans l'art ou le design ou quelque chose comme ça, un truc un peu plus créatif. Ok. Un des deux, ouais. Ouais. Et bah, tu parles du design. T'es très, moi, sur les réseaux sociaux et tout, j'ai vu, tu es très branché fashion, mode, etc. Et Mhm. art aussi. Mhm. Ça représente quoi pour toi? C'est quelle place ça prend? De plus en plus, après souvent les gens, tu sais, ils font le raccourci entre mode, les vêtements et enfin pour moi c'est beaucoup plus large que ça, tu vois? Justement l'art on n'en parle pas souvent, mais c'est quelque chose que j'adore aussi et que j'apprends à apprécier et à connaître. Donc ouais, ça prend clairement une place de plus en plus importante parce que j'adore ça. Hem, Après, pour revenir à l'école, je pense, enfin, idéalement, j'adorerais, tu vois, aller étudier à l'étranger, UK, aux États-Unis ou tu vois, pour que l'expérience soit encore plus grande. La culture américaine, tu m'as dit ça lors de la conférence à Sciences Po Mmh. jeudi dernier, c'est ce qui t'avait vraiment, un des points qui t'avait marqué, c'était la mentalité aux États-Unis. Ouais. D'un point de vue, c'était d'un point de vue entrepreneurial ou scolaire aussi? Qu'est-ce qui t'avait marqué? En vrai, tu sais, ils ont un peu, enfin, ils ont tous cette mentalité qu'ils appliquent dans divers secteurs, que ce soit dans le sport, que ce soit à l'école, où c'est des tu vois, ça reste le pays du capitalisme quand même, donc produire, avoir des résultats, pour eux, c'est quelque chose de normal, et c'est quelque chose avec lequel ils sont familiers très tôt et donc je pense que, ouais, ils sont beaucoup plus, tu vois, sur d'eux, morts de faim, éthique de travail beaucoup plus sharp, hem, parce qu'ils ont moins le temps, en fait, je pense, ils ont moins le temps et qu'ils ont un peu cette, hem,
je sais pas, c'est une pression ou cette demande de résultats dans tout ce qu'ils font, que ce soit dans le sport, que ce soit dans les études, le système de bourse, ça change quand même la vie. Il y a une grosse exigence là-bas. Exactement. Il y a une grosse exigence et du coup, je pense que c'est ça aussi qui façonne aussi un peu leur mentalité et qui fait que bah, euh, niveau business, niveau sport, c'est des tueurs. Tu penses que de ce point de vue-là, en France, on peut travailler sur ça? On a beaucoup de choses à travailler de ce point de vue-là ou c'est quelque chose qui, culturellement, il ne changera jamais? Non, je pense que ça change déjà. Je pense qu'on sur pas mal de secteurs, on s'améliore. Après, il n'y a pas tout qui est bien aux États-Unis, mais tu vois, il y a un truc qui revient souvent et moi qui me choque tout le temps, c'est tu sais, la culture de l'échec aux États-Unis. Où aux États-Unis, bah, quand tu rates quelque chose, c'est une expérience en plus. Donc, c'est quelque chose de positif pour toi. Un entrepreneur, par exemple, qui a planté 3-4 boîtes, c'est un meilleur entrepreneur qu'un mec qui a fait une seule boîte, qui a marché moyennement, et qui, tu vois. Et c'est vrai quand, pas généraliser avec la France, mais même en Europe, un mec qui plante quelque chose, bah, tout de suite, t'as pas envie de travailler avec lui, tout de suite, c'est mauvaise presse, mauvais move. Donc ça, par exemple, je pense que c'est une de leurs qualités aux États-Unis. Tu sais, ils voient tout le temps le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. Nous, on est un peu plus pessimiste, mais je trouve quand même qu'en regardant la nouvelle génération, même ma génération, on a quand même une mentalité qui est différente, sûrement très influencée par les US. Mais non, non, je dirais pas que ça changera jamais. Je pense que c'est juste des choses qui prennent un peu de temps. Euh, et nous aussi, tu vois, on a une culture quand même, tu sais, du savoir-faire, du souci du détail qui est aussi incroyable et que eux aussi nous envient. Et je pense que c'est aussi ça qui fait que, tu vois, des fois, on est un peu pessimiste et, tu vois, on est Mhm. vraiment perfectionniste et on veut que tout soit parfait. Et si c'est pas parfait, bah, ça nous saoule un peu, tu vois. Est-ce qu'il n'y a pas une question aussi, quand on continue ce parallèle, est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de la perception du regard des gens aux Clairement. États-Unis, à la différence en France? Non, ça en fait partie aussi, ouais, clairement. Là-bas, on se soucie très peu de ce que les gens pensent de nous. Mm. Euh, les gens sont beaucoup plus libres dans leur façon de s'exprimer, de travailler, de performer. Mm. Euh, Encore une fois, ça a ses qualités, ses défauts, mais c'est clair que c'est une des différences. Ouais. En Europe, on se soucie beaucoup plus du regard des autres. Ouais. C'est quelque chose que tu as appris ça là-bas, de se détacher du regard des gens ou c'était quelque chose que tu avais toujours en toi? Parce que Mm. je crois que c'était une interview de BetClick, tu dis, les gens auront toujours quelque chose à dire, il n'y a rien de personnel, parler sur les autres, tout le monde fait ça, c'est normal, c'est la vie. Bah, je pense déjà que la nature humaine, tout le monde est comme ça. Alors après, bien sûr que tu as des niveaux et différentes échelles. Mm. Après, moi, je pense en vrai, j'ai été éduqué comme ça. Donc même quand je suis arrivé aux États-Unis, ça m'a pas forcément... Enfin, c'est pas la chose qui m'a le plus choqué ou c'est pas la première chose que je te dirais que j'ai appris là-bas. Parce que mes parents m'ont éduqué de cette manière à entre guillemets, me concentrer sur moi et ce que les gens pensent, en fait, tu peux pas le contrôler, tu peux pas le changer. Et comme je disais, quoi qu'il arrive, les gens vont toujours avoir quelque chose à dire. Je sais pas si tu as regardé l'interview de Mbappé hier, mais tu vois, c'est exactement ce qu'il dit. Tu parles pas, c'est pas bien. Tu parles, c'est pas bien. Tu veux qu'on fasse quoi en fait? Tu Ah vois ouais, ce je que je veux vois. dire. Alors autant être soi-même et avancer, Ouais, quoi. exactement, exactement. Donc le regard des autres, ouais, c'est pas le plus important. On a parlé pas mal de tes trips aux États-Unis. Si on rentre un peu dans le concret, la première fois que tu joues donc au basket aux États-Unis, Mhm. Pardon. en NBA, c'est en 2015, c'est ça? Si je dis pas de C'est bêtises. 2015 ou 16. Ouais, c'est l'année 2015-2016, mais j'arrive à Denver en 2016. Ouais. Ok. Ouais. Là, pour toi, ça représente une consécration en vrai, parce que tu y as toujours cru. Ouais. Mais dans plusieurs de tes interviews, tu expliques que bah, on n'aurait pas mis une pièce sur toi en sortant. Ouais. Bon, clairement, et je le dis pas, enfin, c'était pas du tout une revanche ou quoi que ce soit, tu vois, mais c'était juste que j'étais un joueur j'ai mis un peu de temps à me développer. Tu sais, physiquement, ouais, j'étais pas le plus grand, j'étais pas le plus costaud, j'étais pas le plus rapide, le plus athlétique. Et que, tu vois, même mes coachs au centre de formation, bah, tu vois, je suis retourné il y a quelques années, et je leur ai demandé comme ça en rigolant. Et ils m'ont dit non, nous, ce qu'on voyait pour toi, c'est une carrière en France, en Europe au mieux. Mais NBA, équipe de France, enfin, le plus haut niveau, pas du tout, tu vois. Donc c'est pour ça que, enfin, étant conscient de ça, même très tôt, bah moi, pour moi, ça rend
le chemin encore plus beau. Et justement, quand j'arrive là-bas, en plus, en passant par la G-League, chose qui se faisait pas, tu vois, pour des Européens. Mm. Et quand j'y suis allé, clairement, tout le monde a dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Il est fou. Enfin, et donc, ouais, c'est pour ça, pour moi, ça rend l'histoire encore plus belle. Et comme tu l'as dit, tu vois, le premier match à Denver, même le coup de téléphone, c'était un peu, ouais, la consécration, ouais, forcément. Et tu passes combien de temps là? À Denver, Ton- ta- j'arrive au mois de février, je crois. Je fais 2, 3 mois. Ok. Ouais. Et au total, cette première pige aux Mhm. États-Unis dure combien de temps? Mon premier stunt aux États-Unis, je fais 2 ans. Ok. Après, je rentre en Europe. Et Ouais. après, tu es rentré en Europe. Ouais. Et quand tu rentres en Europe, est-ce que toi, tu perçois ça comment? Comment tu le vis? Tu étais en mode, ok, maintenant c'est le moment de prouver en Europe. Est-ce que c'était un échec pour toi ou est-ce que c'était Non, un ok? bah, je le vis bien parce que je me dis, en fait, j'ai maximisé mon truc, quoi. Je suis Ok. arrivé vraiment limite en radeau aux États-Unis et tu vois, je repars en avion tout frais payé, entre guillemets, tu vois. Ouais, Donc, je en vois. gros, j'ai maximisé ce que je pouvais. J'ai dominé en G-League, j'ai montré que je pouvais jouer en NBA. La perception que les gens ont de moi en tant que basketteur, même en Europe, elle a changé. Au bout d'un an, tu vois, j'avais déjà des grosses propositions d'Euroleague alors que avant que je parte, j'en avais zéro, clairement. Donc en fait, j'avais déjà réussi mon pari, tu vois. Après, tu sais, quand tu arrives de G-League en NBA, tu restes quand même le maillon le plus facile à faire sauter de par ton contrat. Euh, donc, il y a des mecs qui arrivent, mais ça reste très difficile de convertir vraiment, enfin, d'arriver de G-League et de finir avec des contrats garantis sur plusieurs années. Et moi, c'est ça que j'ai pas réussi à faire, mais je me suis dit, pas de suite, je vais rentrer en Europe. Continuer à montrer que je suis bon et après je pourrais revenir justement avec ce type de contrat. Ok. Et ton retour en Europe, du coup, se passe plus ou moins bien. Je fais un Mm. récit, tu me dis Ouais, vas-y, si je dis vas-y. de la folie, Vas-y. mais, euh, mais ça se passe plus ou moins bien. Ça se passe bien pour toi Mhm. jusqu'à arriver ta saison à Malaga. Mhm. Donc ta saison à Malaga se passe moyennement bien. Ouais, Si je dis pas de bêtises, pour toi, c'est la saison pour laquelle tu as ressenti, enfin, ce qui était la moins agréable pour toi, mhm. de par ta relation avec le coach Mhm. et ta blessure à Ouais. la fin. Et le Covid. Et le Covid, Et le exactement. Covid. Donc là, c'est une accumulation pour Ouais. toi. N'importe quel athlète qui se retrouve dans cette situation, il se dit, bon, je passe une saison éclatée, mauvaise relation avec le coach, je me blesse, plus Covid, donc je sais même pas c'est Mhm. quoi l'avenir du sport dans l'état du monde actuel. Et Axel Toupane, il décide de refaire un process pour retourner en NBA. Mhm. Pourquoi? C'est ce que j'ai besoin de demander. Bah, en fait, je pense que c'est souvent, enfin, mon expérience m'a montré que, en fait, dans ces moments difficiles, euh, enfin, c'est dans les moments difficiles que j'arrive à donner de la clarté à ma vision. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, euh, jouer à ce niveau-là, donc à ce moment-là, tu vois, on était en Eurocup, donc Malaga, même si c'est un très très bon club en Europe, tu vois, c'était juste sous l'Euroleague. Donc, je me suis dit, en fait, je veux pas être dans ce genre d'équipe, clairement. Et si je joue au basket, si je travaille autant, si j'ai autant charbonné, c'est pour la NBA. Donc, si je reste dans des setups comme ça, où ça reste quand même des très bons setups, tu vois, tu es à Malaga, tu es bien payé, c'est du très haut niveau, la Ligue espagnole, une Coupe d'Europe. Mais je sens que j'allais perdre mon âme, en fait. Et j'allais perdre la raison pour laquelle je joue au basket. Et c'est à ce moment-là, en fait, où je me dis, écoute, enfin, tu l'as fait une fois, ton rêve, c'est la NBA. Le retour en Europe, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. C'est pas passé exactement comme je voulais. Mais en NBA, tu vois, j'avais toujours une très bonne réputation. Pareil, pendant l'été, j'avais souvent des offres non garanties. Et je me suis dit, bah, autant, tu vois, parier sur moi et retenter ma chance, en fait, tout simplement. À ce moment-là, c'est vraiment typiquement pour ce genre d'histoire que le Mhm, podcast vidéo s'appelle Bounce Back, pour mhm, vraiment le rebond, tu vois, donc c'est hyper intéressant. Est-ce que, bah, du coup, tu en parles forcément enfin, à des coachs, des gens qui t'accompagnent, etc., pour préparer ce retour. Est-ce qu'on te prend pour un fou? Est-ce que là, enfin, c'est de la désillusion? Est-ce qu'on n'ose pas te le dire ou est-ce qu'on te le dit Non, justement? personne m'a dit que c'est de la désillusion, mais c'était clairement un choix risqué, tu vois. Ok. C'était risqué, mais c'était pas non plus de la désillusion, parce qu'en Europe, tu vois, j'avais quand même, avant ça, j'avais fait Zalgiris où on était allé au Final Four et Olympiakos, c'est des top teams. Et comme je te dis, tu vois, j'avais toujours gardé une très bonne réputation aux États-Unis. Et en fait, du prisme des Américains, en fait, ce que j'avais fait en Europe, c'était bien, en fait.
Donc clairement, redonner la chance à quelqu'un comme moi, bah, c'était clairement envisageable. Donc c'était plus risqué pour moi en fait de, tu vois, repartir là-bas avec quelque chose de non garanti, pas sûr d'être pris, pas sûr que ça se passe bien, pas sûr que je puisse rester dans l'équipe. Surtout que, bah, tu sais, vu que c'était l'année Covid, la saison NBA, on ne savait pas quand elle allait reprendre. Et ça, en vrai, c'était plus ça qui était difficile, parce qu'en Europe, tout le monde avait repris. Et moi, je n'avais pas voulu reprendre parce que je voulais partir. Au final, j'avais signé une pige juste pour pouvoir jouer un peu, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas joué. Je me suis blessé dès que je suis arrivé. Et au final, ouais, j'ai dû attendre jusqu'à décembre, jusqu'à ce que les camps d'entraînement reprennent aux États-Unis. Et mais c'est exactement ce que je voulais dire. Quand je dis désillusion, c'est d'un point de vue de confiance en soi. Mhm, Parce qu'en vrai, même si ton retour en NBA fonctionnait pas, tu savais que tu avais des opportunités en Europe. mhm. Mais d'un point de vue confiance en soi, te dire je repars pour la NBA et si ça avait pas fonctionné, Mhm. ça aurait été un énorme coup dur après la saison que tu avais vécue à Malaga. Ou Ouais, pas? ouais. Après, franchement, tu vois, quand je pars quand je suis focus sur quelque chose, vraiment, je pense pas vraiment à. Ah, si ça fonctionne pas. Ouais, si ça fonctionne pas, hein. Non pas que c'est pas envisageable, Mm. mais je passe pas de temps, en fait, à y penser forcément. Euh, Donc, ouais, franchement, c'est pas que je veux pas te répondre, mais enfin, dans ma tête, c'est pas. Enfin, je suis focus sur un truc et si ça marche pas, bah, j'aviserai à ce moment-là, tu vois. Ouais. C'est plus ça que je me dis. Ok. Et du coup, tu repars aux États-Unis, Mhm. tu arrives avec les Warriors. Ouais. Enfin, tu te blesses avec les Warriors, si Ouais, je dis pas de en fait, bêtises. j'ai déjà un truc, Ouais. et on n'arrive pas trop à savoir ce que c'est. Ça s'appelle le syndrome du périforme. C'est un nerf qui est compressé dans le Ouais. bas de ton dos qui descend toute Tu la vois, jambe. cette histoire, j'ai trouvé incroyable parce que tu Hein, expliquais que tu es revenu en France, du coup, hmm. tu étais à un hôpital Gare de Lyon, si je dis pas de bêtises. Non, j'étais à l'hôtel Gare Ah de ouais, tous Lyon les Gares de Lyon. et tous les jours, je prenais une ou deux nuits en plus. Voilà, tu savais pas, tu prenais qu'une nuit à chaque fois Ouais, en attendant de savoir quand est-ce que tu pourrais partir. ouais, c'est ça, c'est ça. Et enfin, l'état mental à ce moment-là, sachant que tu sais pas ce que tu as, Hmm, parce que là, tu arrives à l'expliquer, le nerf ouais, compressé, quelque chose de rare, etc. hmm. Mais à ce moment-là, ce que tu vois autour de toi, c'est juste de l'incompréhension des staffs médicaux. Ou, Ouais, bah alors à ce moment-là, ouais, à ce moment-là, c'était quand même beaucoup plus dur parce que du coup, le camp d'entraînement était fini, je me suis fait couper, j'étais dégoûté parce que Golden State, j'avais une super relation avec eux et que eux, clairement, ils voulaient me garder, mais que bah, là, c'était pas possible. Et donc à ce moment-là, comme tu dis, je rentre en France, je suis à l'hôtel et on essaie de trouver un peu ce que j'essaie quand même de m'entraîner pour rester en forme. Et à ce moment-là, en plus, c'est marrant parce que donc, du coup, il y a la saison de G-League qui va reprendre aux États-Unis, mais ils vont faire une bubble comme ils avaient fait en NBA l'année d'avant. Et à ce moment-là, je me souviens, j'ai une offre en Turquie, une bonne offre, mais dans un club, tu vois, un peu perdu au milieu de nulle part. Et, euh, et je me souviens, je passais énormément de temps avec un de mes amis, Yanis, qui est mon préparateur physique. On en rigole encore aujourd'hui, mais lui, il me dit d'aller en Turquie, en fait. Il dit, franchement, va te refaire une cerise là-bas. Tu vois. Enfin, il n'y avait pas que lui, en vrai, hein. Pas mal de gens me disaient ça. Et au final, encore une fois, je me suis dit, écoute, j'ai pas fait tout ça pour rien. La bulle de G-League, c'est un mois. Et je me suis dit, je vais y aller et je l'ai déjà fait. Si ça se passe bien, j'aurai une chance. Et puis voilà, tu vois. Et quand je décide d'aller là-bas, donc au final, on a trouvé ce que j'ai. Je me suis fait infiltrer. Je crois 2, 3 jours après, je suis parti. Donc j'ai peut-être fait 2 entraînements à Paris. Je suis parti aux US et donc on s'est rejoint à San Francisco. Sauf que, tu sais, il y avait comment ça s'appelle, confinement. Donc quand on arrive là-bas, on est confiné pendant 10, 12 jours dans un hôtel à San Francisco. On fait des entraînements, on va dire, physiques collectifs sur Zoom. Incroyable. Donc on est tous dans la chambre d'hôtel, tu sais, ils nous donnent des bands, ils nous donnent des petits trucs et on fait ce qu'on peut pour rester actif, mais sur Zoom avec toute l'équipe, en visio. en visio, Ouais. exactement. Tu étais avec l'équipe des Warriors de G-League, c'est De ça? G-League, Ok. exactement, voilà. Donc on fait ça en visio. Après, on voyage, on fait aussi les tests médicaux, de ce truc-là. Après, on voyage à Orlando, là où est la bubble, donc à Disney. Et là, on est encore confiné, pendant 7 jours. Donc là, pareil, rebolote. Donc en fait, ça fait 19 jours, donc presque 3 semaines, où en fait, tu vois, je touche pas un ballon.
j'ai moins mal, mais j'ai pas pu m'entraîner. Donc, en vrai, je sais pas où j'en suis. En vrai de vrai, je sais pas où j'en suis. Et après ça, on commence, tu vois, on commence un mini training camp, mais ça dure une semaine. Donc, on s'entraîne une semaine, on fait 1 ou 2 matchs de prépa, et après la saison, elle commence. C'est hyper restreint comme test. En fait, Ouais, tu sais ouais. pas à quoi t'attendre, ça Et se à ce trouve. moment-là, je sais pas du tout où j'en suis. Nous, en plus, sur le papier, on a une bête d'équipe. Donc, tu sais, ils ont envoyé Jordan Poole, il y avait Nico Magnon, Allen Smailagic qui maintenant joue à Zalgiris, Jeremy Lin. Donc, on avait une équipe top. Il y avait Jeremy Lin aussi? Ouais, Ah ouais. notre équipe, ouais. Et en G-League, bah, souvent, les gens, ils pensent que, tu sais, tout le monde est selfish, tout ça. Enfin, moi, j'ai jamais été dans une équipe comme ça. Mais bah, force est de constater que plus tu as de mecs qui sont bons, bah, pour te démarquer et pour sortir du lot, plus il faut être en forme et plus forcément c'est difficile. Et donc, ouais, donc moi, tu vois, j'en suis exactement là où tu vois, j'ai été blessé, j'ai pas joué depuis je sais pas combien de temps. Je vois que notre team, elle est loaded et en gros, on a ouais, 4 5 semaines pour essayer d'être bon et qu'une équipe t'appelle, tu vois. Et voilà. Et je m'en souviens, pour le micro de Bros Story, tu avais montré une photo qui te tenait à cœur. C'était Mhm. premier ballon que tu touches, Ouais, ouais, tu dunk. ouais. Ça a dû te faire du bien au moral. Bah, en vrai, c'est, tu vois, comme quoi la vie, ça tient à rien. Et il y a une super vidéo d'un joueur de NFL qui fait un speech de motivation avant le match à ses gars. Et en gros, il leur dit que, en gros, il suffit de one play, en fait. Une action, en fait. Une action, ça peut changer ton match, ça peut changer ta vie, ça peut tout changer, tu vois. Et clairement, là, je te dis, enfin, c'est même pas que j'avais pas confiance, c'est juste que je savais pas où j'en étais du tout. Ça faisait des mois que j'avais pas vraiment joué et que j'avais pu m'exprimer. Et ouais, premier ballon comme ça, en fait, un truc qui se passe fluide. En gros, c'est le truc le plus fluide qui m'est arrivé depuis peut-être 4-5 mois, tu vois. Et que je dunk. Et après, en fait, c'est comme du vélo, s'oublie pas, tu vois. Et après, c'était reparti et c'est super, super bien passé. Mm. En plus, on va voir que du coup, ça, c'est vraiment le coup de pouce qui va t'emmener encore plus Ouais. loin derrière. Mais je veux revenir sur un petit détail juste avant ça. Mhm. Juste avant de repartir, quand tu étais dans le moment d'incertitude, Mhm. où tu savais pas trop ce que tu avais, etc., en France, euh, c'est là que tu t'étais retrouvé face à ta première promo des Ouais. prochains leaders. Mhm. Et t'expliquais dans un interview, je crois que c'était pour Betclic, tu disais je pouvais pas arriver et montrer que j'étais touché, que j'avais des doutes et que ma situation était pas bonne. Mhm. Est-ce que c'était c'est pas une des premières fois ou une des premières fois où tu étais dans un moment très difficile et tu as dû vraiment quand même adopter cette posture de rôle modèle devant ta promo des prochains leaders? Ouais, alors c'était pas le premier moment difficile, mais clairement, je leur dis tout le temps qu'elles m'ont énormément aidé à ce moment-là, parce que bah, justement, tous ces moments de doute où tu vois ton body language et où tu peux être un peu down et un peu, tu vois, un peu faire la gueule, bah, clairement, en fait, tu sais, plus quand on a commencé, on faisait pas mal de sessions, on faisait quasiment une par semaine, donc je les voyais souvent. Et en fait, à chaque fois que je les voyais, bah, c'était impossible en fait que je sois dans un mauvais état d'esprit ou que je sois pas en fait à 100% et super positif. Parce qu'elle, en fait, elle me regardait, enfin, elle me regardait comme un rôle modèle et elle faisait en fonction de moi en fait. Donc si j'étais arrivé avec cette attitude, en fait, elles auraient dit c'est quoi ce programme de merde. Enfin, tu vois, ce que je veux dire. Et donc ouais, je leur dis tout le temps qu'au final, elles m'ont clairement à ce moment-là beaucoup beaucoup aidé. Ouais. Ouais. En une ligne, si tu peux décrire un peu ce que c'est les prochains leaders pour ceux Mhm. qui connaissent pas, parce Ouais. que c'est un projet que j'admire perso. Ouais, c'est un programme de leadership slash empowerment à travers l'entrepreneuriat et le sport, euh, où en fait, enfin, je prends un groupe de jeunes filles de Paris et ses alentours, je leur ouvre tout mon réseau, donc je leur fais rencontrer, tu vois, des gens comme toi, des sportifs, des fondateurs de startups, des médias, des artistes, des entrepreneurs. Et en parallèle de ces rencontres, où tu vois, c'est un peu partage d'expérience, pose des questions, une discussion en fait. En parallèle de ces rencontres, elles développent tout un projet au sein du programme. Donc elles rentrent avec une idée et à la fin, elles ont un deck qu'elles pitchent en fait devant un jury. Et ça dure sur une année. Ça fait 3 ans que ça dure. Et ouais, on a eu une petite vingtaine de filles en 3 ans.
Incroyable. Ouais, Bravo. Et tu faisais ça, du coup, en parallèle, en de parallèle. de ta carrière? Ouais, c'est ça. Et beaucoup du coup, bah, j'imagine que c'est beaucoup de taf, beaucoup d'investissement, Mmh. pour toi. Mais d'un autre côté, est-ce que tu t'attendais à avoir ce côté positif, ce retour, où elle te donne de la force comme dans le moment que tu as vécu là? Comme ça, non. Non, c'est vrai que Mmh. quand tu commences, enfin, je me suis pas dit, en fait, comment je vais récupérer quelque chose ou comment je vais gagner quelque chose. Je l'ai vraiment fait pour les aider. Et donc, ouais, c'est clairement une agréable surprise, en fait, de voir à quel point, enfin, tu vois, des jeunes peuvent te donner de la force. Tu sais, on pense souvent que justement, c'est à nous de les aider, mais en fait, enfin, moi, elles m'ont appris énormément de choses. Mmh. Et je pense que, bah, y a plein de parents qui, au contact de leurs enfants, pareil, se sentent grandir et apprennent des choses tous les jours. Et c'est vrai que ça, dans l'éducation même, c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent. Mais en vrai, l'éducation, elle est un peu à double sens. Euh, on a souvent l'idée que c'est, entre guillemets, l'adulte qui apprend aux jeunes. Mais surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, je pense que ça, c'est clairement révolu. Et aujourd'hui, ouais, l'éducation, elle va clairement dans les deux sens, hein. Incroyable. Mm. Si on revient un peu, à ton expérience aux US, du coup, tu passes, cette bubble G-League. Ouais. D'ailleurs, enfin, tout le monde parle de la bubble, NBA, Mhm. mais la bulle, G-League, ça donnait quoi? C'était la même chose ou, Ouais, il me semble que c'est un peu la même chose. Je pense qu'on avait un peu moins d'activité, tu vois, on n'avait pas les golfs ouverts, les trucs comme ça. Ouais. Mais c'était, ouais, c'était au même endroit. Il me semble que c'était sensiblement la même chose, ouais. Et c'était quoi? C'était ambiance de colo, ou, c'était tout le monde était focus, ça donnait quoi, niveau ambiance? C'était, bah, moi, franchement, j'étais vraiment dans mon truc. Et nous, dans notre équipe, il y avait vraiment une bonne ambiance. Donc, tu sais, t'es en équipe toute la journée, quoi. Enfin, tu te lèves le matin, tu as un meeting, après tu entraînement, après ta vidéo, après ta repas. Euh, Il y avait Ellie Okobo qui était là OK. pendant un bubble, donc tu vois, je passais pas mal de temps avec Ellie aussi. Euh, mais en fait, c'est plus après en fait que j'ai découvert qu'il y avait plusieurs ambiances dans la bubble. Tu vois, des mecs qui viennent plus, qui profitaient un peu plus, des équipes dans lesquelles ça se passait pas bien. Mais moi, vraiment, moi, j'étais vraiment bah, dans ma bulle, c'est le cas de le dire. Ouais. Et lock-in, et donc, ouais, beaucoup dans ma chambre et focus sur les games, parce qu'on jouait énormément. Tu vois, on a fait, je crois, en 4 semaines, on a fait enfin, ouais, une vingtaine de matchs en peut-être ouais, 30 jours. Pas loin C'est d'une vingtaine. c'est énorme. 18 en 29 jours, un truc comme ça. Ouais, après toi, Mm. tu savais ce que tu visais, et Mm. tu pas là pour, Ouais, pour profiter, quoi. ouais, non, OK. exactement. La suite, ça a donné quoi? La suite, c'est que Milwaukee fait appel à moi, en fait. Milwaukee m'appelle, me sélectionne. J'avais déjà eu un 10-day avec eux, donc un contrat de 10 jours, 3 ans auparavant. Donc je connaissais déjà le GM, je connaissais déjà certains joueurs. Et ouais, en gros, dès qu'ils ont appelé, c'est go, hein. Tu montes dans l'avion et pareil, nouvelle aventure, nouvelle vie, Et tu là, commences. c'est, reconsécration, Ouais. pour toi. Mhm. Là, tu te dis quoi? Tu te dis, enfin, quand tu te refais appeler, tu as une nouvelle chance. Là, tu es mieux armé? Ouais, donc là, clairement, t'es mieux armé, plus de temps aussi, puisqu'il restait, c'était quasiment la moitié de la saison. Donc il restait aussi plus de temps. Et ouais, une équipe que je connaissais, GM que je connaissais. Euh, donc ouais, quand je suis arrivé là-bas, j'étais super excité et je pensais vraiment avoir une chance de jouer, tu vois. Et comment tu as vécu, ce passage à Milwaukee, sans parler évidemment Mhm. du titre à la fin, on va y venir, mais est-ce que tu as eu des frustrations? Est-ce que tu estimes t'avoir assez exprimé ou quoi sur Mm. le terrain ou pas assez ou Non, bah après, franchement, la NBA, c'est tellement complexe et c'est tellement, enfin, ça va bien au-delà du basket. Donc, enfin, je déteste, tu vois, tout le temps les discours de politique, de ceci, de cela, de conspiration ou autre. Mais clairement, tu vois, quand j'arrive là-bas, dans ma tête, je me dis que je vais jouer, et j'espère jouer, au moins essayer d'avoir une chance de gagner tes minutes. Mais c'est pas passé comme ça pour X, Y raison. En vrai, je sais même pas. Et donc, quand j'ai vu ça, en fait, bah, le but, c'était clairement, en fait, de tirer le maximum de cette opportunité, que ça soit au contact des autres joueurs, que ça soit sur et en dehors du terrain, et de profiter un maximum. Moi, de bosser comme un fou, parce que bah, les infrastructures qu'on a là-bas, euh, t'as ça nulle part ailleurs dans le monde. Euh, donc, ouais,
simplement tirer le maximum de cette chance d'être là-bas, parce que j'oubliais pas non plus d'où je venais. Tu vois, il y a un an, en plein confinement en France, on ne savait pas quelle sauce on allait être mangé, on ne savait pas quand est-ce qu'on allait pouvoir rejouer. Moi, j'étais blessé. Donc, en fait, je l'ai toujours pris avec beaucoup de gratitude et quoi qu'il arrive, j'étais quand même super, super content d'être là-bas, tu vois. Bien Mm. sûr. Et du coup, comme tu disais, il y a un an, confinement, tu savais même pas où tu étais ensuite, s'il allait avoir du basket ou pas. Mhm. Et là, tu te retrouves dans les vestiaires des Mhm. Milwaukee Bucks en finale Mhm. NBA. C'est quoi le mood euh, quand tu es dans les vestiaires du dernier match? Vous Mhm. savez, si vous gagnez, il y a potentiellement enfin, si vous gagnez, il y a le titre Ouais. à la fin. Quelle est l'ambiance dans les vestiaires? C'est vraiment là un kiff perso que je te demande parce que je me dis, Bah, tu sens qu'il y a beaucoup de pression. Tu sais, tu sens que, pas forcément les joueurs, hein, mais tu sais, le staff, les gens qui travaillent dans la salle, tu as énormément de journalistes. Tu sens que tu as une atmosphère qui est pesante, quoi. Euh, Parce que tu sais que, enfin, à quel point gagner un titre en NBA, ça change la vie de énormément de gens. Ça change totalement l'histoire d'une franchise. Euh, donc ouais, quand tu as l'occasion de pouvoir gagner un titre, tu as le match en plus, 6 à la maison. Milwaukee, ça faisait 50 ans qu'ils n'avaient pas gagné. Tu sais, c'est une franchise, c'est un petit marché. Clairement, il y avait énormément. Ouais, l'atmosphère était très. Tu sentais qu'il allait se passer quelque chose. Même dans la ville, ça se sentait. Euh, donc, ouais, après, quand tu sais que. Enfin, moi, personnellement, j'étais sûr qu'on allait gagner, tu vois. En étant, on va dire, si je me sortais de l'équipe en étant un fan du game, euh, en regardant la physionomie déjà des 5 premiers matchs, tu sentais que Phoenix, physiquement, il pouvait pas répondre, tu vois. Après, sur un match, tout est possible. Mais tu sais, un match comme ça, avec tellement d'enjeux, au bout d'un moment, c'est la bagarre, tu vois. Ça va au-delà du basket, c'est la bagarre. Et là, tu vois, clairement, enfin, moi, personnellement, je ne voyais pas comment ils pouvaient répondre ou matcher ça, tu vois. Donc, ouais, je vois. Et niveau, je suis curieux de savoir, est-ce que vous, la dynamique de leadership dans les vestiaires, c'est resté la même ou mhm. est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris le lead? Je pense à par exemple Giannis ou est-ce que tu as ressenti ça ou c'était vraiment, vous êtes resté sur le plan Non, ou, non, non, on est resté. En vrai, bah, quand tu regardes les 3 leaders de l'équipe, donc Chris Middleton, Joe Holiday et Yanis, en fait, les trois, c'est des mecs qui sont calmes. C'est des mecs c'est des acharnés de travail. C'est pas des mecs qui parlent énormément dans les médias ou qu'on voit beaucoup. Donc, leur leadership, il avait pas du tout changé. Et l'équipe était assez sereine. Ce que je disais avant, c'est plus l'atmosphère générale. Donc, même, je dirais plus même le staff, encore une fois, les gens qui travaillent dans la salle, la ville, je sentais vraiment qu'il y a de la pression. Les joueurs, je sentais quand même l'équipe assez sereine. Ouais. ok. Et consécration du coup le titre, enfin Mhm, évidemment fierté française d'avoir Axel Toupane dans l'équipe champion NBA, on t'en a beaucoup parlé. mhm, Moi je veux savoir, je veux rentrer un peu plus, tu vois, deep, savoir quand tu as le titre, mhm, en plus, tu as eu la chance, tu disais, par une question de timing, d'avoir tes deux meilleurs potes avec toi mhm. au moment du titre. C'est quoi ta toute première pensée quand tu réalises, même si je me doute que tu mets du temps à réaliser que tu es Hein, champion hein. NBA, mais ta toute première pensée quand tu sais que tu es champion NBA, c'est quoi? Si tu t'en souviens. Bah, je pense, je repense à. Moi, en fait, c'est ce qui m'a fait aimer la NBA et ce qui m'a donné envie d'aller en NBA, c'est les finales NBA de 2001, Lakers Indiana. Et franchement, la finale, je la connaissais par cœur. Je connaissais tous les résultats finaux des matchs. J'ai vu toutes les célébrations, les trucs. Donc, en fait, je pense à cette finale, en fait, direct. Euh, En plus, le match était assez serré. Donc, jusqu'à la dernière minute, en fait, en vrai de vrai, on ne savait pas si on allait gagner. Euh, donc, comme tu as dit, il y a clairement, tu mets du temps à réaliser. En plus, t'as tout le monde qui rentre sur le terrain. Enfin, ça part dans tous les sens. C'est un délire, quand même. C'est très chaotique, mais à la fois super bien organisé. Franchement, la NBA, je sais pas comment ils font pour vraiment mettre tout ça en place, en fait. Parce que, ouais, enfin, t'as des gens, t'as pas de bracelet, t'as pas de truc. T'as beaucoup de gens qui rentrent sur le terrain, tu vois.
Mais à la Euh, fois, d'un autre côté, mais bah, à tu as la les fois, casquettes, tout ouais, est ouais, carré. ils te trouvent, Ouais, trucs, tu ils vois. arrivent à trouver. Ouais, donc ouais, non, je trouve que c'est super organisé. Euh, Après, ouais, franchement, ouais, enfin, ce que tu as dit, c'est très juste, c'est que tu mets quand même beaucoup de temps à réaliser que, enfin, honnêtement, un des premiers trucs que tu penses aussi, c'est tu te dis la saison est finie, tu vois. Et Ouais, en plus, tu sais, c'est une année qui était difficile parce que post-Covid, tu sais, on avait des tests tout le temps, beaucoup de trucs. Et tu sais, on pose tout le temps la question tu vois, de la célébration de après. Nous, en vrai, on a quasiment rien fait, tu vois. Et je pense que une des raisons pour lesquelles on a rien fait, c'est ça, c'est que la saison est tellement éprouvante qu'à la fin, en fait, tout le monde était content aussi de, tu vois, rentrer chez Zora, pas avoir à faire tous ces tests et tout. En plus, t'es champion, tu profites. Mais ouais, je dirais que c'est les premières pensées que j'ai eues quand j'ai pu réaliser un peu. Si on continue un peu sur la célébration, j'avais vu une, euh, une anecdote qui m'avait fait beaucoup rire sur votre cortège de célébration. Mhm. Ah, ça Euh, c'est cool, par contre. C'était sympa, tu dis qu'il y avait beaucoup de monde, enfin que Mhm. c'était une atmosphère comme t'avais jamais ressenti. Et tu disais qu'il y avait un mec, et c'est là que tu avais réalisé aussi que les States c'était un autre Mhm. monde. Il y avait un mec qui marchait en parallèle de vous avec un lézard Ah sur ouais, lui. ouais, ouais, grave, grave, ouais, j'ai oublié. Ouais, ouais, grave, Et en fait, grave. parce que j'ai pas bien compris. En gros, il était pas dans le cortège. Non, non, en fait, donc ça, pour le coup, c'était vraiment impressionnant. Tu sais, en fait, tu es en bus, tu roules dans la ville et tu as des gens partout. Tu as toute la ville qui est dehors. Donc, tu as je pense, ouais, je sais pas si tu as des millions, mais ouais, si je pense, tu as pas loin d'avoir des millions de personnes dans les rues. Et ouais, en fait, il y avait un mec qui marchait, qui regardait ça avec un lézard comme ça sur le dos. Et j'ai dit, enfin, on a tous dit, wow, voilà, c'est quoi ce. Tu vois? Mais il fêtait ou pas? Non, il fêtait, bien sûr, Ah hein, ouais, il avait ok. le truc Milwaukee et tout, mais il avait son lézard C'était sa sur les manière de épaules. fêter. Ouais, ouais, c'était son animal de compagnie, je pense. Donc, ouais. Euh, ouais, avec tout ce parcours plein de blessures, je me posais une question, moi, quand je préparais notre échange. Je me dis, est-ce que tu crois au destin, Axel? Oui, ouais, ouais. Je pense que, ouais, ouais, j'y crois. Après, je pense que, euh, en fait, je, 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 je pense pas que, je dirais pas que tout est écrit et que si tu fais rien, ça va se passer. Mais je pense que si tu fais ta partie, en fait, tu vas aller là où tu dois aller, en fait. Euh, et ça, tu vois, c'est des convictions assez fortes que j'ai depuis tout petit, qui sont difficilement explicables, je pense. Notamment pour la NBA, parce que moi, dans ma tête, enfin, je me suis toujours dit, en fait, je vais y aller. Mais c'était pas une affirmation, je vais y aller, tu vas voir, tu vois. C'est dans ma tête, en fait, j'y croyais, je savais, et je faisais tout en sorte pour y arriver, tu vois. Donc, je pense, tu vois, que si j'avais rien fait, j'y serais pas allé. Mais en ayant fait ma partie et en ayant Réaliser les causes. exactement travaillé comme je l'ai fait, bah, c'est ça qui m'a permis d'y aller. Mais j'y ai toujours cru et j'ai toujours su que, tu vois, j'allais y aller. Ouais. Ouais, une anecdote qui va dans ce sens. Tu disais que tu regardais, là où tu es tombé amoureux du basket, c'est quand tu regardais les finales en Mhm. 2001. Tu regardais Kobe Bryant. Ouais, Tu avais 8 ans, si je dis ouais, pas de 8-9 ans. bêtises. Euh, et ta première année en NBA, Mhm. c'est la dernière année de Mhm. Kobe Bryant. Ouais, Et naturel. dans le calendrier, tu sais que vous avez prévu de le jouer. Ouais. Mais juste avant le match, il est prévu comme incertain. Mhm. Et donc, tu sais pas si tu vas jouer. Et au Ouais. final, tu joues avec lui, enfin, tu joues contre lui, Mhm. tu défends sur lui Mhm. et tu lui parles même. Ouais, ouais. Est-ce que ce genre d'épisode, justement, enfin, Bah, ça clairement conforte, tu vois, ta question sur le destin. Et non, enfin, c'était clairement mon meilleur moment basket de toute ma vie. En plus, c'est marrant, j'ai déjà sorti l'anecdote, mais mon pote Evan, qui était en NBA, Evan Fournier, qui est en NBA depuis déjà 4-5 ans, je crois, il avait jamais joué contre lui. Euh, Parce que Kobe, bah, il avait eu des graves blessures. Et en gros, il y avait toujours quelque chose. Et moi, au bout de 2 mois, je joue contre lui. il devait Et avoir la rage, ouais, il me Evan. l'avait dit, il m'avait dit. Mais non, non, c'était ouf. C'était un moment surnaturel, franchement. C'était clairement, comme je t'ai dit, meilleur moment basket de toute ma vie. Mm. Ouais, ouais, Kobe.
Enfin bref. Et Ouais. c'est un de tes rôles modèles, tu disais. Oui, dans tout, en plus, dans sa mentalité, sur le terrain, en dehors, tout ce qu'il fait. Et d'ailleurs, tu disais que deux de tes rôles modèles sont Mhm, Kobe Bryant mhm. et Tiger Woods, Ouais, c'est ouais. ça? Parce que, Tiger Woods, ouais, si. ouais, Enfin, ça- Tiger Woods, c'est un de mes sportifs préférés. Ouais. ouais, ok, je vois. Mais Je... pas au même niveau, ok. Non, non, Ouais, non, pas au je même vois. niveau que Et Kobe. enfin, je trouvais ça marrant, ça, que tu étais Mhm. passionné de golf aussi. Ouais, Et en que fait, même à un moment, pardon, je vais ouais, couper, mais à un moment, la question se posait, ouais, ouais, c'est basket ou golf? ouais. Ah, c'est ouf! Ouais, j'adore ça. Et en fait, moi, j'ai une partie de ma famille, du côté de ma mère, qui joue énormément. Ok. Et en fait, quand j'étais petit, je passais mes vacances avec eux. Ils m'ont mis un club dans les mains très tôt. Et en fait, naturellement, j'ai réussi à, tu vois, pick up le truc assez facilement. Et, euh, et ouais, à 10 ans, j'étais plutôt bon en France. Et à ce moment-là, tu sais, en plus, c'est les golfs, c'est le, le problème, non, mais le golf, tu sais, ça demande beaucoup de temps. Souvent, c'est un peu excentré, c'est pas au centre-ville. Euh, Quand tu es là-bas et que tu t'entraînes, tu restes quelques heures. Donc, ouais, très vite, en fait, il a fallu faire un choix et bah, c'était dur parce que vraiment, j'aimais énormément ça. Euh, et du coup, j'ai choisi le basket et après ça, j'ai pas touché un club pendant ouais, au moins 15 ans. Au moins 15 ans. C'est un lien que je voulais faire aussi intéressant. Je voulais avoir ton point de vue, parce que j'ai eu l'occasion de parler avec Anthony Maungu, qui est un joueur de football américain, qui Mhm, avait aussi fait une pige aux États-Unis. Est-ce que tu trouves qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus facile de se dire que tu es un athlète de manière générale mhm, que pas pour un sport attitré, tu vois? Parce que mhm. je vois beaucoup de profils aux US en université, Ils comme font par plusieurs exemple sports. LeBron qui était archi bon au football américain, comme au basket. Mhm. Est-ce que toi, t'avais remarqué ça? Est-ce que pour toi, c'est un modèle qui peut... Enfin, c'est une mentalité de se dire je suis un athlète plus que je suis un footballeur ou un basketteur? Euh, ouais, après, je pense que ça va aussi, tu vois, ce qu'on disait avant, tu vois, les différences entre la France et les US. Tu sais, en Europe, je pense qu'on aura plus facilement tendance à te mettre dans des cases. Euh, et aux États-Unis, ils ont plus tendance à un peu, tu vois, justement casser ces cases et casser ces box dans lesquelles ils nous mettent. Non pas qu'ils le font pas aux États-Unis, puisqu'ils ils le font aussi, mais comme tu dis, en fait, enfin, le simple fait qu'au college, en fait, potentiellement, tu puisses faire deux sports, qu'en high school, enfin, beaucoup de jeunes, ils font deux, voire trois sports à haut niveau. Euh, Après, tu restes quand même obligé de faire un choix à un moment donné. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'exemples. J'ai pas de connaissances en France Ouais, de mecs qui étaient forts, je sais pas, au foot et au basket, ou enfin au football et au basket, ou ouais, peut-être un des seuls trucs, peut-être t'en as moins, athlé et foot ou athlé et basket. ouais, t'en as moins. Ou alors, enfin, c'est moins revendiqué. Après, il y a aussi le fait que le sport en France, ça soit aussi euh, moins médiatisé, moins bien vu, Ouais, il faut. moins, tu vois. Aux Mm. US, tu as cette culture aussi du grind en mode enfin, le sport peut te sortir Aussi, de ouais. situations extrêmement compliquées. Mm. Et là, récemment, tu as Anthony Edwards, et Mm. ça reflète un peu ce que tu disais, qui disait enfin, n'importe quel sport, s'il y a de l'argent, moi je suis le meilleur. Mm. Et c'est peut-être sur ce genre de mentalité. Ouais, aussi, peut-être. Et bah, parfaite transition. Tu disais aux States que aux US, tu as vraiment réalisé la notion d'être plus qu'un athlète. Mhm. Et toi, tu es l'exemple en vrai parfait maintenant aujourd'hui quand on regarde, parce que tu as le basket, mais tu as les prochains leaders, donc Mhm. ton projet, tu as aussi côté investissement. Mhm. Enfin, tu fais énormément, tu es très actif côté investissement. Tu as un fonds de VC, de Mhm. Venture Capital, qui Ouais. s'appelle Intuition Mhm. VC. Enfin, quelle dimension ça prend, toi, l'extra basket aujourd'hui là? Bah, je pense que c'est super important parce que ce que je dis souvent, c'est que c'est pendant nos carrières en fait qu'on a le plus en fait de momentum pour réaliser des choses, pour que les gens nous aident, pour que les gens décrochent leur téléphone. Et j'ai jamais aimé en fait le concept de, tu vois, carrière après carrière. Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'on n'a qu'une vie. Euh, Bien sûr que la chose
plus importante, ça reste notre activité principale qui est pour moi le basket. C'est ça qui m'a permis justement de rencontrer toutes les personnes que j'ai rencontrées, ouvrir toutes les portes euh, que ça a pu m'ouvrir. Euh, mais je pense que c'est important, et notamment aussi, je pense, parce qu'on a quand même, quand tu es sportif professionnel, tu as quand même pas mal de temps libre. Je pense que c'est important en fait d'utiliser ce temps libre pour faire des choses constructives qui vont nous aider en fait pour toute notre vie, tu vois. Euh, et ça, c'est quelque chose, tu vois, duquel je suis vraiment convaincu. C'est quelque chose qui commence un peu à changer. Euh, mais pareil, ça prend du temps. Ça demande, tu vois, des gens qui le fassent et qui le fassent bien. Euh, Parce que ça reste quand même quelque chose de pas facile, surtout si t'es pas bien entouré. Euh, mais je pense que de toute façon, enfin, le futur s'inscrit là-dedans, et que plus le temps va passer, plus on va voir en fait des sportifs comme aux États-Unis. En fait, c'est des vraies entreprises en fait. Donc, ouais. C'est un parallèle hyper important que tu disais, parce que c'est vrai que les sportifs qui sont ultra connus, légendes, par exemple, tu parlais tout à l'heure de Mbappé. Si Mbappé, demain, il a la retraite, il est tellement connu, etc., que ses projets, bah, les gens Mhm. vont continuer à décrocher le téléphone, Ouais. comme tu dis. Mais des sportifs qui sont pas sur le même statut, mais qui sont quand même excellents dans ce qu'ils font, etc., Mhm. faut vraiment saisir le momentum sur le coup, quand les gens te répondent et qui veulent un peu participer à ton aventure, Ouais. plutôt qu'après, quand tu raccroches les chaussures, on te répond pas, quoi. Ouais. Non, clairement. Après, je pense aussi, je pense que les choses se font par étapes. Je pense que c'est des cycles. Je pense qu'il y a des moments de ta vie où en fait, tu peux pas faire deux choses en même temps, et que tout ton focus doit être sur ton activité principale, parce que c'est ce qui va te permettre d'atteindre le plus haut niveau. Et qu'une fois que tu as atteint le plus haut niveau, que tu as plus d'expérience, que tu connais mieux ton corps, que tu connais mieux ta manière de travailler, euh, tu peux commencer un peu à regarder à droite à gauche. Au début, c'est tout droit. Et après, tu peux commencer un peu à regarder à droite à gauche. Et après, pareil, quand tu commences à regarder à droite à gauche, au début, tu as quand même un. Et c'est pas évident à faire, tu vois, parce que nous, quand on est sportif de haut niveau, on est obligé de penser, et tous les jours d'aller à la salle en se disant, je suis le meilleur, je vais écraser tout le monde. Tu es obligé, en fait, que tu le sois ou pas. euh, Si tu veux avoir un 11 de réussite et une chance de gagner et de performer, tu es obligé de penser comme ça, en fait. Tu vois. Et ce qui n'est pas évident, c'est que quand tu arrives dans le monde du business, c'est une mentalité qui est bonne à avoir, mais au début, il faut quand même être assez humble pour se dire, en fait, c'est des choses que je ne connais pas, donc il faut que je fasse mes devoirs. Comme au début, quand tu es jeune et que tu fais des heures de double pas, de petits paniers avec la planche, tout ça, bah, c'est un peu la même chose. Il faut t'instruire, il faut lire, il faut regarder des vidéos, il faut parler avec les gens. Moi, c'est un truc que je trouve incroyable et qui est super enrichissant, c'est discuter, poser des questions. Euh, et en fait, une fois que tu as fait ça, une fois que tu as eu quand même cette période de répétition, bah, là, tu peux te lancer. Pareil, quand tu te lances, bah, tu vois être la tête d'affiche d'un projet et lancer ton projet tout seul, tu vois, comme un chevalier. Euh, c'est bien parce que tu vas apprendre, mais enfin, entoure-toi des bonnes personnes, fais tes devoirs, et après, brique par brique, euh, demain, en fait, tu seras en capacité de monter ta propre boîte et d'être, tu vois, un vrai entrepreneur, en fait, à part entière. Est-ce que tu as ressenti justement quand tu as rencontré bah, avec ton fonds de venture capital, ton fonds Mhm, d'investissement, tes investissements perso, mhm, est-ce que tu sens une ressemblance entre toi, athlète, enfin les athlètes en général, mhm, les athlètes professionnels et les entrepreneurs? mhm. Tu ressens une ressemblance de mentalité à travers le risque que chacun vous prenez, à Ouais. travers... Tu Non, l'as ressenti? énormément, énormément. Bah, en fait, tu sais, on reste quand même, même ces deux industries différentes, tu vois, on est le top 0,1% dans ce qu'on fait. Et en fait, c'est super facile de connecter avec des gens, peu importe l'industrie, qui sont dans le top de ce qu'ils font, en fait. Parce que c'est très dur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent y arriver, et enfin, il y a très peu d'élus. Et comme tu dis, ça demande, tu vois, beaucoup de risques, beaucoup de travail, une certaine folie même, tu vois, sur laquelle on se retrouve. Parce que comme je te disais, il y a des choses qui sont pas vraiment tangibles, mais ouais, si tu veux aller en NBA, en fait,
tu es obligé de te dire, en fait, vraiment, je suis meilleur que tout le monde, je vais écraser tout le monde. Et sur une action, en fait, même si tu as, tu vois, le meilleur défenseur sur toi, tu te dis, je vais marquer sur lui, en fait. Et quand tu regardes ça de l'extérieur, en fait, si tu as un mec qui dit ça, tu peux dire, ah, mais lui, il est fou, qu'est-ce qu'il raconte, il va jamais arriver de ça. Mais si tu veux avoir une chance de réussir, tu es obligé de penser comme ça. Tu vois. Et dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Aujourd'hui, monter une boîte qui marche, euh, c'est super dur. Euh, Tous les jours, il y a des milliers de boîtes qui se créent. On a très peu qui arrivent au sommet. Et pareil, ça demande un peu une certaine folie de se lancer, d'avoir une idée, essayer de convaincre tout le monde, de convaincre des gens de travailler avec toi. Enfin, moi, en plus, je suis dans les startups. Quand tu commences dans les startups, généralement, au début, enfin, tu n'as pas forcément de moyens. Donc, en fait, il faut vraiment rallier les gens autour d'une idée et quelque chose qui est qui plus grand que n'existe toi, pas. qui n'existe pas. Et pour demain, en fait, in fine, arriver à générer de la valeur et des revenus et pouvoir après récompenser tout le monde. J'aime bien le fait que tu dises le mot délire, que tu utilises le mot délire. Mhm. Parce que c'est vrai que c'est un peu, genre, faut être délirant un peu Mhm. quand tu entreprends ce genre de projet. Et j'aime bien le combiner avec le mot insouciance. Mhm. Et tu dis un truc hyper intéressant dans l'interview avec Serial Entrepreneur. Tu disais, l'insouciance de la jeunesse fait que tu vois pas l'Himalaya devant toi. Mhm. Tu te dis que ça va être une petite colline tranquille, mais c'est aussi ce qui te permet de te lancer. Parce que si tu voyais vraiment l'Himalaya devant toi, tu te dirais peut-être que c'est un peu haut. Ouais, bah, clairement, clairement. Et moi, tu vois, c'est pas marrant parce que c'est que maintenant que je m'en rends compte. Donc là, tu vois, à 32 ans, et parce que là, je te dis, je suis blessé et que ça fait 2 mois, 3 mois quasiment que je suis à Paris, avec un truc relou, pareil, qui met un peu de temps à faire partir. Et en fait, tous les matins, je suis avec mon pote Yanis, encore une fois, à l'INSEP, à m'entraîner. Et surtout au début, quand j'étais revenu du Mexique, je disais tout le temps, putain, mais qu'est-ce que je fais là? Et tous mes gars qui ont repris, qui jouent, qui truc. Moi, je suis là, y a personne, on est deux, j'ai mal, tu vois. Et en fait, tu vois, ça me rappelait en fait quand j'étais jeune et mon père me disait, mais t'es sûr que tu veux faire basket? T'es sûr que tu veux faire ça, tu vois? Parce que lui, il savait à quel point c'était dur. Et moi, je le regardais toujours vraiment chelou en me disant, mais pourquoi tu me dis ça en fait? Bien sûr, ce que je veux faire, je comprends pas ce que tu me dis en fait. Je vois pas où est la difficulté, tu vois. Euh, je dis pas que c'est facile, mais en fait, moi, dans ma tête, c'est simple, c'est tout droit, tu vois. Ouais, Et, euh, et en vrai, c'est ça, c'est quand tu es jeune, enfin, ça, c'est des trucs, tu le vois vraiment même pas en fait. Quand on dit faut t'entraîner à 6 heures, faut faire 6 fois. Si on dit faut t'entraîner 5 fois dans la journée, en fait, tu vas t'entraîner 5 fois dans la journée, tu vas même pas penser à ton corps, à si tu vas bien, à si tu vois, tu vas faire en fait, tout simplement. Tu vois. Et après, enfin, c'est toujours pareil, ça vient avec l'expérience, avec la bien sûr. répétition. Là, maintenant, quand je regarde en arrière et que je vois tout ce que j'ai fait, juste en termes d'investissement personnel, d'entraînement, de repasser à la salle, bah, en fait, maintenant, quand je regarde, si tu me dis faut tout refaire pareil, je dis, ah ouais, je vais essayer d'être un peu plus smart pour essayer de, tu vois, réduire un peu certains trucs, Optimiser. exactement, optimiser certains trucs, parce que ouais, c'est juste une charge de travail et d'investissement énorme. Donc tu parlais d'optimiser un peu ton parcours Mhm. si tu avais pu, si tu devais le refaire. J'ai repéré une belle anecdote aussi. C'est quand tu étais, je crois que c'était à Milwaukee ou à Denver. Mais en gros, tu regardais la préparation de Floyd Mayweather. Euh, C'était avant même, c'était à Strasbourg ça. Ah, c'était à Donc c'était Strasbourg. avant même de partir aux États-Unis, Ouais. où sur HBO, il y avait tous ces entraînements en fait avant les fights. Où c'est un boxeur, donc tu sais, il doit beaucoup bosser le cardio. Il partait faire des footings la nuit, tôt le matin. Enfin, il faisait des trucs de ouf. Euh, et ouais, moi j'étais tellement déter que, en fait, en plein milieu de la saison, après avoir vu ça, j'ai commencé à faire ça pendant. Ouais, ça n'a pas duré si longtemps que ça, mais ouais, quand même pendant peut-être 2, 3 semaines. Et en fait, j'avais l'assistant coach qui était mon voisin, qui habitait juste en face, et qui a commencé à me voir une ou deux fois, je pense. Et après, ouais, on a parlé au coach et ouais, il m'avait convoqué, il m'avait dit qu'il fallait que j'arrête de faire ça en pleine saison, c'était n'importe quoi, c'était truc. Et en vrai, ils ont pas tort, tu vois, mais c'est juste que, bah ouais, quand t'es jeune et que t'es déterminé et que, tu vois, t'as ce rêve en tête, t'es un peu prêt à tout. Euh, et même si c'était pas physiologiquement la meilleure chose à faire, je pense que ça témoigne quand même d'un mindset qui est positif.
Euh, et Ça donc, ouais, montre que t'en veux, ouais. hein? Ça montre que t'en veux. Ouais, voilà, et que je suis prêt à faire des choses par moi-même et que, tu vois, je fais mes devoirs. Bon, pas si bien que ça, mais je les fais quand même. Je regarde ce qui Vaut se passe. mieux faire que pas faire. Au moins, il te dit si Exactement, tu veux exact. faire, Surtout quand tu viens. as l'excuse de, tu vois, quand tu as 19 ans, tu vois, Ouais. c'est des choses, la physiologie du corps humain, c'est des choses avec lesquelles tu n'es pas encore super familier. Et là, Axel Toupane d'aujourd'hui a 32 ans, si Mhm. je dis pas de bêtises. Ouais. Si tu rencontres dans un univers parallèle, tu rencontres le Axel Toupane qui vient d'arriver à Strasbourg, qu'est-ce que tu lui dis? Euh, Qu'est-ce que je lui dis? Je pense que je lui dis ce qu'un de mes vêtements m'avait dit à l'époque. Lou Campbell, il m'avait donné un super conseil à Strasbourg à l'époque. Euh, Quand j'avais une période de moins bien, euh, il m'avait dit Don't fight it, go through it. Et en fait, quand t'as des périodes comme ça, tu sais, c'est un peu comme les sables mouvants. Tu sais, tu essaies de te débattre comme ça, tu essaies de garder la tête de haut. Et au final, c'est ça qui va te faire plonger. Et au final, je pense qu'il y a énormément de beauté, en fait, dans, tu sais, dans la difficulté, dans les échecs, dans les moments difficiles. Et je pense qu'il y a énormément de beauté, en fait, parce que c'est là que tu grandis. Et je pense que, tu sais, le fait de grandir, c'est une des choses les plus belles sur Terre. Tu vois, quand tu as un enfant qui naît, qui grandit, des parents, ton enfant, il passe de 10 à 20. Enfin bref, je pense que grandir et growth, c'est une des plus belles choses sur Terre. Et souvent, en fait, ça vient et ça commence d'un moment difficile. Donc, je dirais vraiment de, tu vois, embrace the pain, embrace les moments difficiles. Euh, Essaie d'être confortable dans ces moments-là parce que quoi qu'il arrive, ça va arriver. Et en fait, c'est quand ça va arriver qu'il faut que tu maximises en fait et que limite tu apprennes et que tu prennes le plus possible. Parce qu'au final, c'est vraiment ces moments-là qui te forgent et encore une fois, comme je dis, qui te font grandir. Donc, je pense que je dirais ça, ouais. Don't fight it, go through it et embrasse la douleur et la difficulté, je pense. C'est extrêmement inspirant. Mm. Je vois très bien ce que tu veux dire. Et tu parlais un peu de ton entourage aussi. Mhm. T'en parles souvent de l'accompagnement de tes parents, ton père. Euh, qu'est-ce que ça représente pour toi, la famille, surtout l'accompagnement de ton papa, par exemple, tu t'en parles souvent. Ouais. Ouais, je vais pas faire cliché comme tout le monde, dire que c'est super important, c'est parce que Tu veux ça pas l'est, tu lâcher, vois. tu veux pas lâcher une petite larme là pour. Non, 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 ça l'est. Enfin, moi, mes parents, ils m'ont donné une éducation, je pense. Enfin, enfin, j'ai rien à leur reprocher ou je peux difficilement avoir quelque chose à redire, tu vois. Ils m'ont aimé, ils m'ont offert l'opportunité de faire plein de choses. Mon père était quand même assez dur, donc il a réussi à m'inculquer une grosse éthique de travail. Donc non, clairement, ça fait aussi partie tu sais, des motivations, des pourquoi, tu vois, tu fais certaines choses, pourquoi tu rêves d'aller en NBA et tu veux faire autant de choses, pour pouvoir aussi redonner à tes parents et les rendre fiers, en fait, parce qu'ils ont énormément investi en moi. Je parle, tu sais, de temps, d'énergie, d'amour. Et les rendre fiers, je pense, c'est la meilleure manière de le rendre, en fait. Donc, ouais, voilà ce que je dirais sur la famille et les parents. Si on parle de suite pour toi, Mhm. euh, pas forcément basket, Ok. plus, à part si tu veux aussi parler de suite basket, mais je sais pas si tu as beaucoup de visibilité dessus. Non, non, bah, Euh, j'attends de me remettre bah, et voilà. après, Donc, on verra. si on parle de suite pour toi, sans parler basket, pour toi, c'est quoi la suite avec les prochains leaders, Mhm. avec ton fonds d'investissement Mhm. et enfin toi personnellement, c'est quoi tes grosses étapes que tu vois pour la suite? Bah, comme tu disais, tu vois, avec le fonds, là, on est en plein fundraising. Donc, on a déjà fait à peu près la moitié, on a déjà commencé à investir. Mais il y a encore quand même un bon amount of work to do. Mais tu vois, enfin, le VC, c'est quelque chose que j'adore et qui a vraiment grandi en moi, puisque au final, tu sais, il y a un peu ce parallèle, tu vois, avec les prochains leaders. C'est qu'au final, tu investis dans les jeunes pousses de demain, en fait. Tu investis un peu sur le. Enfin, tu investis clairement sur le futur. Et pareil, euh,
c'est pas toujours des jeunes entrepreneurs, parce que tu as quand même des mecs, c'est des repeat founders, mais ça reste quand même des projets qui sont super jeunes et super excitants et qui ont envie de retourner le monde, en fait. Donc, en fait, c'est super rafraîchissant, tu sais, de voir cet enthousiasme tout le temps. Et ça, pareil, tu vois, c'est des choses qui sont difficilement quantifiables, mais c'est des choses qui, même dans le basket, ça t'aide en fait, de continuellement en fait parler avec des gens qui ont les dents qui rayent le parquet, qui ont envie un peu de changer le monde, de révolutionner le monde. C'est des choses qui te gardent jeune, qui te gardent frais. Euh, et ça c'est quelque chose tu vois, que j'adore dans le VC et dans ce qu'on fait. Dans l'investissement, dans le VC, quand tu rencontres justement des entrepreneurs, des projets, Mhm. est-ce que toi, plus que d'autres investisseurs, c'est une question comme ça, mais est-ce que tu trouves que tu as une plus grosse sensibilité humaine? En gros, au-delà du projet, tu vas vraiment plus, toi, essayer de voir si le porteur de projet ou Mhm. l'entrepreneur, l'entrepreneuse, elle est enfin, plus sur l'humain que sur son projet. Tu trouves ça ou tu crois Alors, plus que les autres? moi, je dirais naturellement oui, parce que tu vois, j'ai moins tu vois, de data sur tout ce qui est sur l'aspect technique, en fait, parce que c'est une industrie à la base dans laquelle, tu vois, j'ai pas grandi. Par contre, on en a parlé tout au long de l'interview, mais tu vois, aller réaliser ses rêves, travailler dur vers un objectif, ça, c'est des choses avec lesquelles je peux relate. Et donc, naturellement, oui, j'ai tendance quand même à plus me baser sur l'humain et l'état d'esprit en fait du fondateur et de ses équipes, plutôt que la partie technique. Mais après, la partie technique, ça vient en fait avec les répétitions. Et plus tu vois des deals et plus tu entends des pitchs, bah, tu vois, plus tu as des connaissances, plus tu as des éléments de comparaison. Et moi, j'en suis clairement en fait à ce niveau-là. Tu vois, dans le fond, pour l'instant, j'ai aucune. euh, Enfin, j'ai pas de say-so sur il faut faire cette boîte, il faut pas faire cette boîte. Ouais, J'ai je pas de vois. pouvoir de décision là-dessus pour l'instant. Et clairement, bah, je suis pas encore prêt à ça en fait. Mais on en parlait en off. Enfin, moi, des discussions que j'ai eues avec toi, je sens que tu as engrangé Non, en si non, peu de bien temps, sûr, tu as bien sûr. engrangé un gros bagage. Non, bien sûr. Enfin, est-ce que je peux trouver une bonne boîte? Oui, je peux, mais je peux pas le faire au même niveau qu'un Ouais, Étienne et encore moins qu'un Hugo qui sont dans la space depuis des années. ok. Mais c'est OK en fait. C'est toujours un process et c'est comme au basket. Au début, on en revient à ce que je disais avant. Tu vois, tu Ouais. fais tes doubles pas, tes petits tirs avec la planche. Tu essaies d'engranger justement le plus de répétitions possible, voir le plus de deals, discuter avec le plus de gens. Et au fil des années, ça compound. Et après, là, tu arrives avec un vrai bagage et une vraie expérience. Et là, tu es clairement en capacité de. Parce qu'il ne faut jamais oublier quand même que tu investis l'argent des gens. Tu vois, c'est fun, c'est quelque chose de très cool, de très enrichissant, mais c'est quand même. C'est pas un jeu, Ouais, quoi. ouais, non, c'est clair. Donc, C'est faut plus. être fort dans ce que tu fais. Ouais. Et en plus, il y a énormément de concurrence. Donc, mais comme je disais aussi avant, je suis bien entouré. Donc, ça me permet de progresser plus vite. Tu as le côté business, donc avec ton fonds d'investissement, Mhm, mais côté perso, tu continues à développer ta marque. C'est un peu enfin, ta marque perso mhm, en tant qu'Axel Toupane. mhm, C'est quelque chose dont tu t'imprègnes beaucoup de la culture US, que tu as repéré là-bas, qui sont ouais, plus que des athlètes. Et comment toi, tu structures ça, mhm. cette vie-là de ton côté-là, avec tes partenariats marques, comment tu développes la marque Axel Toupane? Bah, en fait, ce que je disais avant, en fait, c'est par rapport à, tu sais, on n'a qu'une vie, carrière après carrière. En fait, pour moi, enfin, tout est lié, en fait. Ta marque perso, euh, ton basket, comment tu joues, tes initiatives, euh, tout est lié. En fait, je pense que ta marque, c'est un peu le packaging et le branding qui englobe tout ce que tu fais. Euh, et donc, forcément, bah, plus le packaging est beau, plus tu as d'opportunités, plus, encore une fois, tu as des gens qui veulent t'aider, tu as des gens qui veulent payer pour tes services. Euh, et en plus, bah, tu sais, nous, on est français. En France, on a quand même un pays avec une culture magnifique. Que ce soit la food, que ce soit les marques. Enfin, on aime les belles choses, on aime les bonnes choses. Donc, autant faire un packaging à la française, enfin, le plus sexy possible et le plus joli possible. Donc voilà, c'est un peu ça mon mindset. Et bon, aujourd'hui, je bosse principalement avec Puma, avec qui j'ai une super relation et on fait plein de choses.
et qui m'aide aussi justement à, tu vois, à pousser ces messages et rendre le packaging un peu plus sexy. Ouais. Donc, enfin, c'est Mm. incroyable. La question là qui vient là, pendant que tu parlais, j'y ai pensé. Je me Mhm. suis dit, il faut que je lui pose. Euh, si on se remet à cette table euh, dans 10 ans, Mhm. qu'est-ce que enfin, tu aimerais que ce soit quoi ton plus gros accomplissement? Je sais pas si j'ai bien tourné ma phrase, mais dans 10 ans, on se Ouais. rassoit. Ok, ton plus gros accomplissement, ça serait ça et pourquoi? Moi, je suis un gros avocat. Enfin, je crois énormément en l'éducation. euh, de manière, de plein de manières différentes dans le sport, dans l'entrepreneuriat, euh, même dans le business en fait. Tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup de marques tu sais, qui veulent vendre des produits, qui nous poussent des produits tous les jours, constamment, constamment, constamment. Et tu vois, je pense que si leur storytelling était un peu plus éducatif et centré autour de l'éducation, je pense que de facto, ils seraient un peu plus authentiques et en même temps, ils aideraient vraiment les jeunes ou les consommateurs. Euh, donc, dans 10 ans, je dirais, tu vois, potentiellement être un peu. Comment je peux tourner ça? Une des figures un peu du renouveau ou d'une nouvelle manière d'éduquer, je dirais. Je dirais ça. Incroyable. Ben, déjà, tu es sur la bonne voie avec les prochains leaders. C'est vraiment bien. Et chez Swishy, c'est une de nos valeurs, enfin, un de nos souhaits, tu vois, Mhm, nos ambitions aussi à travers le sport. C'est pour ça qu'on utilise le sport mhm. pour C'est un inspirer. super moyen d'éduquer, d'inspirer et d'apprendre. Exactement, tu as Mhm. tout compris. Donc, peut-être qu'on Tu me on rejoins. montera ça ensemble, Ok, on montera le projet ok. Tu me ensemble. rejoins. Mais en tout Yes. cas, merci infiniment, Merci Axel, à toi, Wally. d'être venu. Vraiment, très grand honneur pour moi de t'avoir interviewé. Grand honneur pour Swishy. Et on a hâte de voir la suite pour toi. On sera là Merci. pour suivre. Et voilà. Et Merci. félicitations à vous et à toi pour ce que tu entreprends et pour lancer ce média et l'avoir sorti du sol. Merci beaucoup. Ça me touche énormément. Merci, mon Merci. gars. Merci à vous d'avoir assisté à cette interview, cet échange avec Axel Toupane. C'était un grand plaisir pour nous. On espère que ça l'était aussi pour vous. Si vous voulez plus d'interviews inspirantes comme ça, n'hésitez pas à vous abonner à Swishy.